Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et cet épisode, c'est celui de la première semaine du Tour de France. Donc, ce que je vous propose, c'est que à la veille du Tour de France, puisque j'enregistre le vendredi, on se pose sur les premières étapes, enfin celle de la première semaine en tout cas, qu'on regarde le profil et puis qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette étape-ci? Essayer d'estimer qui sont les favoris, quelles sont les stratégies qui seront mises en place par les différentes équipes. Et comme ça nous permettra un peu de rentrer sur le parcours et de se rendre compte qu'on a une première semaine qui est assez intéressante. Tout d'abord, un petit préambule. La hype Tour de France est en train de monter, là, ça y est. J'étais hier à la présentation des équipes à Lille, et là, on se dit, ah ouais, ça commence à arriver très tôt. Il y avait tous les coureurs, c'était super, les gens applaudissaient. Et là, on commence à se dire, c'est pour très bientôt. Et en plus, le fait de se plonger un peu dans les profils comme ça rajoute pas mal de piment parce que vous allez voir, cette première semaine, il y aura des étapes très chiantes. Il y aura un premier week-end, pas celui dans à Lille, mais celui qui sera le week-end du sprint, quelque part entre la Bretagne et puis le Massif central, où on va bien se faire chier. Mais sinon, pour le reste, on a vraiment des étapes très bien tracées, même si on n'a pas de pavé dans le nord. Et on va avoir vraiment des étapes très animées. On peut avoir plusieurs changements de maillot jaune et tout. Bref, c'est super intéressant. Donc voilà, je vous propose qu'on parte directement sur la première étape en regardant son profil et puis c'est parti. Donc première étape entre Lille et Lille, une boucle dans le nord pour fêter le grand départ de Lille. Donc ça sera vraiment assez plat, on va pas se mentir, c'est 185 km. On passe par les quelques monts des Flandres, donc Mont Cassel, Mont des Cats, Mont Noir, bref, ça c'est par chez moi, je connais très bien, c'est pas du tout très dur et surtout, les 40 derniers kilomètres c'est totalement plat. Donc bon, là, sur cette étape-là, il y aura pas franchement de suspense. Ça sera un sprint. Reste, on a un élément supplémentaire, c'est le vent. Donc on aura du beau temps pour cette étape de samedi, mais il y aura vraiment potentiellement du vent, un vent qui viendra de l'ouest. Donc ce qui veut dire qu'en fait on aura un vent plutôt de côté au niveau du milieu de l'étape, entre Béthune, on va dire, qui est donc au kilomètre 60, et puis le mont Cassel, qui est donc kilomètre 100. Donc là, on vent de côté, probablement quand même assez fort. Potentiellement des bordures, même si c'est un peu loin de l'arrivée, donc pas sûr qu'on en ait. Et ensuite, on passe dans les différents monts, et pour rejoindre l'île, on a un vent trois quarts d'eau, dans le final plutôt. Donc ce qui veut dire qu'on va rouler franchement très vite dans le final. D'autant plus que c'est une première étape de sprint, une première étape d'un grand tour, donc ça veut dire le maillot du leader à la clé. Donc là, un maillot jaune, a priori pour un sprinter. On a énormément d'équipes qui ont ramené un sprinter, donc ça va être très très nerveux. On a ces potentielles bordures. On a ce final qui est très rapide avec le vent trois quarts d'eau très plat sur une première étape assez courte, moins de 200 km. Donc franchement, c'est peut-être la plus grande difficulté pour les favoris pour cette première semaine, c'est ne pas chuter sur cette étape-là, parce que je pense que dans le final, ça risque d'aller très très vite et ça peut être un peu dangereux. Si on se penche sur les sprinters, euh, le favori c'est peut-être Tim Merlier, parce que c'est le favori en termes de sprinter, celui qui a montré le plus de certitude sur la pointe de vitesse cette année. Donc Merlier, il est très fort. C'est le champion d'Europe en titre, évidemment. Mais le point faible de Merlier, c'est son équipe, parce que, étant donné que Remco Evenepoel est dans l'équipe, on a la moitié de l'équipe qui lui est dédiée. Donc en fait, Merlier, il aura pas un train totalement complet. Donc il aura Van der Berge avec lui, Cataneo et Korn, mais pour le reste, ça sera un peu limité. Donc la Soudal peut pas rouler pendant toute l'étape. La Soudal ne peut pas amener un train très longtemps, donc peut-être un petit point faible pour Tim Merlier, même si c'est un sprinter qui arrive quand même à se débrouiller sans ses équipiers, et c'est lui qui a la meilleure pointe de vitesse. On sait qu'en plus sur les étapes de grand tour, notamment sur le Tour de France, là ça sera très important d'être bien placé. Bon, a priori, le final dans l'île est quand même assez dégagé. Il y a toujours des petits îlots centrales, des choses comme ça qui sont liées au mobilier urbain, mais on sera plutôt sur des grands boulevards, donc ce qui fait que concrètement ça devrait aller, mais faudra vraiment être très bien placé. Philipsen, lui, par contre, il sera emmené par toute une équipe. Donc très clairement la team Alpecin de Koninck qui est autour de deux leaders qui sont Philipsen et Van der Poel. Van der Poel sera au service pardon, de Philipsen sur pas mal d'étapes de la première semaine, celles qui sont toutes plates. Donc on aura une équipe complètement dédiée, on aura Sylvain Dillier qui va rouler derrière les échappées, ça c'est certain. Et donc on a un bon train pour Philipsen. On a notamment Kevin Groves pardon, qui est présent dans l'équipe. A priori plutôt poisson pilote, à moins que ce soit Van der Poel, on se pose un peu la question, parce que c'est vrai que Kevin Groves en vrai ça pourrait être un sprinter à part entière, mais je comprends pas trop sa présence dans l'équipe, mais je suppose qu'il sera peut-être poisson pilote quand Van der Poel ne sera pas là. On a aussi évidemment Jonas Rickard, Gianni Vermeersch, bref, tout ça, ça va être un sacré train.
Sauf que Philipsen, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Donc on verra ce qu'il est capable de donner. Troisième grand favori, Jonathan Milan, qui sera le leader de la Lidl Trek sur les sprints. Il y aura Skelmose en montagne, mais on a une équipe quand même assez solide en termes de sprint, puisqu'on aura dans son train notamment Edward Teuns, Thibaut Nice. Bon, Thibaut Nice a un rôle un peu hybride, mais là, a priori plutôt dans le train. Esper Stuyven, Simone Consoni, bref, une très belle équipe pour Jonathan Milan. Jonathan Milan qui monte en puissance, mais cette année, là, sur le Dauphiné, il a un peu souffert. Bon, faut dire que c'était quasiment le seul sprinter, donc pas grand monde ne l'aidait. Mais il a fait un début de saison très très fort. Là, c'est un peu redescendu sur le Dauphiné et les courses d'avant. Donc on verra s'il est encore capable d'avoir la plus grosse pointe de vitesse, mais évidemment, c'est un très gros gaillard avec beaucoup de muscles, donc ça va très vite au sprint. Et ensuite, donc ça, c'est peut-être les trois favoris, et on a une flopée d'outsiders. Moi, j'ai noté Jordi Meus. Attention, Jordi Meus, il a un très beau train. Dans son train, il y aura Tim Van Dyke ou Mick Van Dyke, je sais plus, l'un des deux, je veux pas dire de conneries. Un Van Dyke, on va dire donc, c'est Mick Van Dyke. Mais bon, c'est pas le plus important, mais c'est surtout qu'on a Danny Van Poppel. Danny Van Poppel, excellent poisson pilote, tout jeune champion des Pays-Bas, qui l'a remporté donc le titre national la semaine dernière. Gianni Moscon, Lorenz Pitti, il aura un beau train, même s'il y a Roglic dans l'équipe. Donc attention à Jordi Meus, Binyam Girmay aussi, l'ancien maillot vert. Il fait un début de saison très très compliqué, mais il aura une équipe qui lui sera totalement dédiée quasiment, avec Hugo Page qui sera aussi dans l'équipe. Je pense qu'Hugo, il aura plutôt un rôle de poisson pilote, Lorenz Rex, Jonas Rutsch, bref, il sera bien emmené, mais bon. Le problème de Binyam, c'est qu'il fait pas une saison très bonne pour l'instant. Marine Vandenberg, pour la IF, ça va un peu moins vite, c'est un peu dans les mêmes cordes que Girmay, mais une carte à prendre. Côté de la Picnic Postenel, on aura Tobias Lund Andresen, qui devrait être le sprinter, à moins que ça soit pas le Pavel Bittner, on verra qui va jouer la carte. Du côté de la Jayco, Matthews n'est pas là parce qu'il est malade, mais il y a Dylan Groenewegen, je l'ai encore vu sur le podium hier. Le mec, c'est une boule de muscle. Si vous prenez un coup de mollet ou un coup de cuisse, vous êtes foutu. Groenewegen très très vite, incapable de monter un peu de pont d'autoroute, mais ça tombe bien. On est dans le nord, il n'y a pas de pont. Il y a juste les monts qui sont un peu trop loin de l'arrivée, je pense, pour l'inquiéter. Donc on verra. Ça sera lui qui sera le leader. Il y a Phil Boss aussi pour la Bahreïn. Pascal Ackermann pour Israël, qui sera a priori emmené par Jake Stewart. Est-ce que Israël aura leur nouveau vélo un peu futuriste là, qui ont permis à Stewart de gagner une étape récemment? Je sais pas, on verra. La Tudor, elle a Alberto Danese qui devrait être emmené par Marius Marihofer. Soren Warinskjold pour la, la team norvégienne du Uno X. Ça fait vraiment énormément de sprinters. J'ai pas parlé de tout le monde, j'ai pas parlé d'Arnaud Delis. Arnaud Delis qui sera a priori le leader de la Lotto avec Lennart Van Eetvelt. Mais bon, Arnaud Delis, on sait qu'il vit une saison très compliquée. Donc je suis pas certain qu'il soit vraiment au niveau, même si on l'adore. J'ai pas parlé non plus de Wout van Aert. Wout van Aert qui sera donc peut-être là pour les sprints. A priori plutôt là dans un rôle d'équipier pour Vingegaard, mais sur les sprints il sera là. On verra s'il est capable de se jouer sa carte. On rappelle que Van Aert cette année c'était pas la meilleure pointe de vitesse. Il y avait l'impression d'avoir un peu d'appréhension. Peut-être qu'il va jouer plutôt les étapes pour puncher que celles pour sprinter. Même du côté de la Ineos, on a Philippe Ogana, Sam Watson, Axel Laurent, c'est des gars qui vont vite aussi. Donc voilà. Surtout quand c'est difficile un peu. Là c'est trop plat, mais bon, on a des mecs qui vont très vite. Et j'ai pas parlé en plus de toutes les équipes françaises. Brian Cocard qui sera évidemment le leader de la Cofidis, je veux dire pour les sprints. Il a une victoire au Tour Down Under en ce début d'année, mais depuis on l'a plus trop vu, mais donc pourquoi pas. Paul Pénoët, qui sera a priori le sprinter pour la groupe MFDJ, sauf si c'est Lewis Aski, et Munir Janière pour Total Energy. Et puis le dernier dont j'ai pas parlé, qui sera le premier maillot jaune de ce Tour de France, c'est Arnaud Démare. Évidemment, Arnaud Démare qui sera le sprinter de la Arkea et qui va remporter la première étape à Liège dans son département, pas son département exactement, c'est plus un Picard, mais dans sa région, qui va prendre le maillot jaune à Lille. Bon, bien sûr, je rigole, je rêve un peu, mais Arnaud Démarre qui sera une belle chance française quand même au sprint. On verra. Arnaud, on sait que ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup du placement, sa qualité pour les sprints. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a peut-être quasiment 20 équipes qui ont un sprinter. Là, on va partir pour un maillot jaune sur le sprint. Et ben, j'ai très très peur pour les chutes dans les derniers kilomètres. Surtout avec ce vent qui sera important. Que messieurs les favoris notamment, attention à ne pas tout perdre le premier jour. Donc ça, c'est une première étape de sprint qui sera forcément un peu intéressante à suivre parce qu'il y en a d'autres qui seront un peu plus relous. Mais là, c'est la première étape, donc il y aura beaucoup de tension, il y a du vent, potentiellement des bordures. Il y a des premiers points de la montagne à aller chercher qui permettraient d'avoir un maillot à poil au premier soir. Donc on sait que des étapes comme Total Energy, par exemple,
Ils vont probablement viser ça, on passe par le Mont Cassel, le Mont Noir, c'est cool. Donc quand même une bonne étape, même si c'est un sprint, c'est quand même une étape intéressante. Pas aussi intéressante cependant que la deuxième étape, qui arrive à Boulogne-sur-Mer, qui est l'étape la plus longue du Tour de France, 209 km. Donc cette année, on n'est pas allé chercher des distances trop élevées, et un final qui sera passionnant tout simplement. Euh, Déjà, il y aura du vent, comme la veille, même peut-être un peu plus, surtout qu'on va se rapprocher de la côte. Il devrait pas faire très beau, à Boulogne-sur-Mer, un peu plus froid, mais a priori, il y aura pas de pluie, ce qui est déjà cool. On aura un vent de sud-ouest, donc qui sera plutôt trois quarts face pendant le début de l'étape, et après qui sera de côté dans les 40 derniers kilomètres. Donc potentiellement encore des bordures. Et puis on n'a pas encore parlé du profil, mais dans les 10 derniers kilomètres, pardon, il y a trois côtes. À 10 kilomètres de l'arrivée, il y a la côte de Saint-Étienne-au-Mont, 1,1 km à plus de 9%. Donc là, ça fait mal, ça permet de sortir. On enchaîne direct après avec la côte d'Outreau. Outreau, c'est plus facile, c'est 800 mètres à 8%, mais donc deux enchaînements très rapides où les punchers pourront sortir. Ensuite, on redescend, on arrive dans la ville de Boulogne-sur-Mer, et il y a une arrivée un peu en côte. Ça sera moins dur que la côte de Saint-Étienne-au-Mont, moins dur que la côte d'Outreau. On va dire, j'ai l'impression que c'est 800 mètres à 5% à peu près, dont l'arrivée. Et à un moment, il y a un passage de 400 mètres à 8% de moyenne. Donc, c'est dur, cette arrivée, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que on va pas pouvoir faire reculer tous les sprinteurs uniquement dans la dernière bosse. La plupart vont reculer, hein, bien sûr. Évidemment que Groenewegen va pas passer ce truc, mais il y en a certains, des Deli, euh, même pourquoi pas un Milan, des Philipsen, des Binyam Girmay évidemment, qui eux, ils pourraient tenir dans cette côte-là. Donc il va falloir attaquer d'un peu plus loin. C'est ça qui va être vraiment cool. Il faudra bouger dans les 10 derniers kilomètres. Connaissant les larrons que sont Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, évidemment, je pense que ça peut attaquer dans ces côtes-là. Ça m'étonnerait même que Pogacar ne le fasse pas. Et s'il le fait, bah, tout le monde va suivre. Donc ça veut dire que Remco va être en plan de bataille pour essayer de le suivre, Vingegaard aussi. On sait que la Visma a un super collectif, avec beaucoup de bons coureurs. Van Aert, Jorgenson, tous ces mecs-là. Donc je pense qu'on va s'affairer autour de Vingegaard pour le garder dans le temps de Pogacar. Donc je suis pas certain vraiment qu'on ait des punchers qui arrivent à gagner en sortant tout seul. C'est une possibilité, hein. Si jamais Pogacar attaque, ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais je trouve que le profil est vraiment bien dessiné. Il faudra vraiment attaquer très fort dans Saint-Étienne, au Mont, et ensuite l'enchaînement avec Outreau. Sinon, on n'aura pas assez d'avance, et derrière, ça se regroupera. Je me demande aussi ce que va faire Mathieu Van Der Poel, parce que Van Der Poel, il peut peut-être jouer la carte Philipsen, parce que le final, peut-être que Philipsen se dit je peux passer. Je pense qu'il a plutôt intérêt à jouer sa carte quand même, hein, Van Der Poel, mais bon, on se pose toujours la question. Aussi, on se demande qui sont les favoris qui vont suivre. Si jamais il y a les trois devant qui sortent, là, les Van Der Poel, les Pogacar, les Remco, même Vingegaard. Peut-être qu'un Narvaez, ça peut suivre, un Skelmose, ça peut suivre. Timo Ehlens, Matteo Jorgensen, ce genre de gars. Même côté français, pourquoi pas Romain Grégoire, Axel Laurence ou Kevin Vauquelin qui peuvent suivre. Mais donc, ça sera très tactique, cette première étape de punch. Euh, Et je me demande si jamais il y a un groupe qui sort, qui roulera derrière pour amener son sprinter, sachant qu'il y a beaucoup de sprinters qui savent qu'ils vont pas pouvoir faire le sprint sur l'arrivée parce que ça monte pas assez. Qu'est-ce qui se passe si Jonathan Milan passe? S'il passe pas, est-ce qu'on va rouler pour Thibaut Nice ou pour Skelmose? C'est des questions intéressantes, même du côté d'Intermarché. Je disais potentiellement que Binyam Girmay, il peut jouer sa carte. Donc est-ce que Intermarché va rouler derrière les échappés pour essayer d'aller finir au sprint? C'est aussi une possibilité. Euh, Du côté de l'auto, est-ce qu'on va jouer pour Arnaud Delis? Est-ce qu'il sera assez en forme? Est-ce qu'il est capable de passer ces enchaînements-là ou on vise plutôt un punch avec Lennart Van Eetvelt? Franchement, c'est un final qui est assez indécis. Autant il y a des étapes où on est très certain que ce sera des punchers qui vont gagner, autant là, franchement, on peut avoir une petite surprise. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de marquage, parce que Pogacar, Van Der Poel, c'est pas des mecs qui se marquent. S'il y en avait qu'un, on les aurait suivis, mais là, ils sont plusieurs. Si Pogacar part avec Van Der Poel, les deux vont rouler. Ils ont trop d'ego pour dire oh non, non, mais moi je me mets derrière dans ta roue. Donc peut-être plutôt avantage pour les punchers, donc Van Der Poel, Pogacar, Remco, mais c'est pas impossible qu'on ait des mecs un peu moins connus qui aillent s'imposer. Et puis côté français, donc je disais Romain Grégoire, pourquoi pas Axel Laurence, pourquoi pas Kevin Vauquelin. On a une première idée de l'état de forme de Julien Alaphilippe. Surtout on pourra le placer un peu sur l'échelle des punchers, sur la côte de Saint-Étienne-au-Mont et la côte d'Outreau.
Donc, on a vu là que sur cette saison-ci, Julien retrouvait un peu de son punch, mais qui galérait dès qu'il y avait des enchaînements. Il avait du punch sur 1 kilomètre, après c'était fini. Et bah là, ça tombe bien parce que c'est du punch sur des trucs très courts et après ça s'enchaîne pas trop. Donc peut-être que Julien peut faire quelque chose de bien. On sait qu'il y a aussi Marc Hirschi dans son équipe, mais Hirschi fait un début de saison fantomatique. Donc je mise plutôt quand même sur Julien. Mais franchement, une étape très très sympa à suivre. Étape 3. Étape 3, on sera entre Valenciennes et Dunkerque. Là, c'est l'étape chiante du Nord, on va pas se mentir, hein. 400 mètres de dénivelé positif. C'est tout plat du début jusqu'à la fin. On passe juste par le Mont Cassel une fois. Euh, Même pas sûr qu'il y ait une échappée, parce qu'il y a pas trop d'objectifs à aller chercher. On a un vent plutôt trois quarts face parce qu'on se dirige vers la mer. Le vent qui sera quand même un peu fort, moins fort que la veille, mais un peu de vent plutôt de face, donc ça risque d'endormir un peu tout le monde. Je pense qu'on aura un sprint, ça c'est sûr, mais pas sûr qu'on ait une échappée, donc peut-être qu'on aura un rythme qui sera un peu plus faible. Autant les deux premières étapes, ça risque de rouler à fond les ballons, autant sur celle-là, ça sera vraiment un pur sprint. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette étape-là, ça sera à peu près les mêmes favoris que l'étape numéro 1. Donc c'est un peu en dents de scie, hein, sur ce Tour de France, on a une étape cool, une étape de sprint, une étape cool, une étape de sprint. Et donc l'étape 4, suivant la règle, elle est très bien. Et donc l'étape 4, c'est l'étape qui va d'Amiens jusqu'à Rouen. Étape que j'aime beaucoup, pour être honnête. On a un final qui est très escarpé vers Rouen, donc une étape de 175 bornes, 1300 mètres de dénivelé positif, mais toutes les difficultés sont situées dans la deuxième partie du parcours, même je dirais dans les 50 derniers kilomètres. On a 5 côtes répertoriées, troisième et quatrième catégorie. Donc ça sera cool à suivre. Une arrivée sur du plat à Rouen, mais il y aura une grosse côte juste avant qui est la rampe de Saint-Hilaire, pardon. Il y aura la côte de la Grand-Mère qui sera située à 10-12 bornes de l'arrivée, qui sera un peu moins dure. Je pense que tout va se jouer dans la côte finale, celle de la rampe de Saint-Hilaire, même si on a la côte de Belbeuf qui est située à 30 bornes de l'arrivée, qui est 1,3 km à 9%, donc ça enchaîne un peu. Mais je pense que tout va se jouer vraiment dans la dernière rampe qui est seulement à 6 km de l'arrivée. Et on a 800 mètres à 10%. Donc ça monte très sévère. Et en fait, on est à ce moment-là déjà dans Rouen. Et donc en fait, on a des petites routes. Ensuite, on a un grand boulevard pour faire une descente. Et il y a beaucoup de virages avant l'arrivée. D'ailleurs, il y a un dernier virage à 200 mètres de l'arrivée qui est plutôt en courbe, donc c'est un final très technique. Après une bosse comme ça qui est franchement très dure, même si elle est courte, en passant dans des petites rues avant d'aller sur les grands boulevards. Donc moi j'ai l'impression qu'un puncher peut gagner cette étape-là sans être pris par le peloton. Et ça peut être vraiment très serré entre puncher et sprinter. Donc c'est pour ça que je trouve que cette étape est particulièrement bien tracée. Je pense que ça sera un beau spectacle. Le problème c'est que si on se demande qui va attaquer, et ben on a à peu près toujours les mêmes noms, hein, sur cette première semaine. Des Pogacar, des Remco, des Van Der Poel, Wout van Aert. Pourquoi pas même un Ben Illy en vrai. Ben Illy, il aura du mal à gagner sur les arrivées au sommet de Bion de Bretagne et de Vire, donc c'est peut-être son moment pour briller. Mais finale, franchement très cool. Ça sera une belle bataille. Je pense que là, on aura les 10 derniers kilomètres qui seront très très tendus. Et ça vaudra le coup d'être en live devant sa télé. Étape numéro 5, le chrono, l'étape la plus décisive de cette semaine-ci. 33 kilomètres autour de Caen. 200 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment un chrono très très plat. Il y a une belle météo qui est annoncée, donc ça va vraiment se jouer à la pédale entre spécialistes. Je pense qu'on a très clairement un match entre Ghana et Evenepoel sur cette étape-ci. Je donnerais plutôt un avantage quand même à Remco Evenepoel sur cette étape-là parce qu'il a montré sur le Dauphiné qu'il était très très fort en chrono. Ghana, il fait une saison un peu en dessous de ce qu'il aurait pu espérer. Donc je pense que Remco va gagner l'étape, probablement. Et Remco va prendre le maillot jaune parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé jusque-là. Première étape, c'est le sprinter qui aura le maillot jaune. Deuxième étape, eh bah, on a dit qu'on n'était pas trop certain du scénario. Peut-être qu'un sprinter peut le conserver, si c'est un mec qui monte bien, comme Philipsen ou Kirmay. Peut-être que c'est un sprinter puncher qui va lui prendre. Peut-être que c'est un puncher qui va la prendre. Et peut-être que c'est un favori qui prend le maillot jaune, en fait, tout simplement. On n'est pas à l'abri d'avoir Pogacar en jaune à la deuxième étape. Étape 3, c'est un sprint. Ça devrait pas trop bouger. Étape 4, on verra si c'est un sprint ou si c'est un puncher qui sort.
Si c'est des punchers qui sortent, ça peut reprendre du maillot jaune aussi. Là, étape 5, en revanche, j'ai à peu près une certitude, c'est que Remco sera en jaune à la fin de l'étape. Parce que lui, c'est certain qu'au soir de la quatrième étape, il sera pas très loin, classement général. Alors que Ghana, il sera peut-être un peu plus derrière. Donc c'est pour ça aussi que je mets avantagé vers Remco. Mais donc Remco qui prendra le jaune, je pense, sur ce chrono. On a pas mal d'outsiders aussi. Stéphane Bisseguer, Mattia Cataneo, Eduardo Affini pour la Visma Lease the Bike, Tobias Foss, l'ancien champion du monde, Luc Plapp, Ivan Romeo. Côté français, on peut avoir aussi un beau chrono de Bruno Armirail, un beau chrono de, pourquoi pas, Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui devrait être, j'espère, très bien placé au classement général avant ce chrono. Donc il peut espérer prendre peut-être un maillot blanc par procuration, hein, parce que je crois que Remco est encore dans la catégorie des jeunes. Il faut que je vérifie ça, d'ailleurs. Est-ce que Remco est encore dans les jeunes? Oui, il est encore jeune, mais donc peut-être que peut-être que Vauquelin pourrait prendre un maillot blanc pardon, par procuration derrière Remco. Et puis surtout, bah, là, ce qui va être très intéressant, c'est de voir les favoris, tout simplement. Parce qu'on aura des gros écarts sur ce chrono de 33 bornes, et on aura des premiers éléments de réponse sur la forme des favoris. Surtout que là, on sort d'un Dauphiné où Pogacar a fait un chrono très bizarre, où il s'est fait battre par Vingegaard, largement par Evenepoel. Et donc là, ça sera vraiment une étape où les analystes, les journalistes seront rivés devant leur télé parce qu'on aura des gros éléments de réponse déjà sur la forme des favoris. Donc on verra où Pogacar se positionne par rapport à Evenepoel, est-ce qu'il sera loin derrière ou très très loin, ou alors juste derrière. Comment ça sera Pogacar vis-à-vis de Vingegaard? Je dirais plutôt avantage Pogacar sur ce tracé-là, mais vu que sur le Dauphiné il a fait n'importe quoi, est-ce que Vingegaard pourrait pas finir devant? Il y a plusieurs autres favoris qui vont gagner du temps sur cette étape-là. Je pense notamment à un Joao Almeida. Bah oui, Almeida il va très vite au chrono. Primoz Roglic, forcément Primoz Roglic, c'est plus le Roglic de l'époque, mais il a quand même été champion olympique du chrono. Matteo Jorgensen peut reprendre du temps aussi. Lipovic, ça roule pas trop mal. Même un Mathias Kielmose, ça roule pas trop mal non plus, donc ça va. Il y a des mecs qui vont perdre du temps en général, des favoris. Peut-être pourquoi pas Carlos Rodriguez, ça dépendra de sa forme. Buitrago aussi potentiellement, mais surtout je pense à des mecs comme Mas. Enric Mas va perdre beaucoup de temps sur cette étape-là. Ben O'Connor va perdre du temps, Félix Gall va perdre beaucoup de temps. Donc on aura des premiers écarts. Et autant ça risque de batailler sévère pendant cette première semaine, parce qu'il y a beaucoup d'étapes escarpées, autant j'ai l'impression que les principales différences en termes de chrono, classement général, ça sera sur cette étape-là. Et puis, quid de Lenny Martinez? Est-ce qu'il sera encore dans le coup pour le général ou pas? Est-ce qu'il aura déjà lâché du temps? On sait que Martinez, il fait des bons chronos quand même, donc ça sera intéressant de voir comment il se place. Étape numéro 6. Étape qui fait rêver pas mal de monde sur ce profil-là, puisque c'est l'étape qui va jusqu'à Vire, depuis Bayeux, 3000 mètres dénivelé positif en passant par la Suisse normande, chez Guillaume Martin, chez Kevin Vauquelin, pour arriver avec une arrivée au sommet à Vire. Bon, sommet c'est un grand mot, hein, mais ça va être une étape assez difficile parce que ça monte et ça descend beaucoup. Bon, c'est pas non plus un Liège-Bastogne-Liège, en termes de dénivelé, on est qu'à 3000 mètres de D+, mais ça sera une étape bien casse-pattes. Je pense qu'on aura une belle échappée pour aller chercher un maillot à poids, parce qu'il y a quand même 6 cotes répertoriées, dont 5 cotes de troisième catégorie, donc là on peut prendre le maillot à poids sur cette étape-là. Après, la cote finale, elle est très dure, 600 mètres à 10%, et celle avant l'avant-dernière cote, qui est située à 5 bandes de l'arrivée, c'est 1,2 km à 7%. Je suis pas sûr que ça soit suffisant. Surtout qu'après après la côte de Vaudry, donc celle qui est située à 5 bandes de l'arrivée, on descend sur une très très grosse départementale pour arriver à Vire. Donc c'est pas forcément favorable pour un coureur seul. Donc je pense que tout se jouera vraiment dans la dernière montée. Ce qui est un peu dommage finalement au vu du parcours, mais je pense qu'on va malheureusement se cantonner à une course de côte dans les 600 derniers mètres, qui sont eux très durs à 10%, je le disais. Donc un sprint de puncher pour jouer la gagne. Encore une explication potentielle entre les favoris, hein, surtout que la veille on aurait eu des écarts, donc il y aura peut-être certains qui seront un peu revanchards. Euh, donc les favoris c'est toujours les mêmes. Pogacar, Remco, Mathieu Van Der Poel. Pourquoi pas Wout van Aert, pourquoi pas Thibaut Nice. Côté français toujours les mêmes, Julien Alaphilippe, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, on le sait, il a coché cette étape-là chez lui. Donc qui roulera aussi derrière l'échappée sur cette étape-là? C'est une bonne question. Plutôt les équipes de favoris, parce que les sprinters vont pas passer. Peut-être l'équipe du maillot jaune, on verra qui sera le maillot jaune à ce moment-là. Mais
Ça m'étonnerait qu'on ait une échappée victorieuse quand même. Je pense que c'est un peu trop tôt dans le Tour de France pour l'avoir. Mais donc, quand même une belle étape à suivre. Et pourquoi pas avec les fous qui sont Pogacar et Remco, des attaques de loin, hein. C'est pas impossible. Même si je pense qu'honnêtement, il faut plutôt s'attendre à des attaques dans vraiment la dernière rampe. Pas trop avant. Mais peut-être qu'ils me feront mentir. Étape numéro 7, on arrive à Mur de Bretagne. Alors là, c'est pas trop compliqué, c'est très plat jusqu'à Mur de Bretagne, où on va passer deux fois sur la ligne d'arrivée. Euh, Bah, ça sera une course de côte. Là, au moins, le scénario, il est certain. Je pense qu'on aura donc pas mal d'équipes pour rouler, parce que là, c'est un scénario sûr. Donc, tous ceux qui ont un bon puncher vont rouler pour se jouer la gagne au sommet du Mur de Bretagne. On se souvient que en 2021, c'était Van Der Poel qui avait gagné. Donc, pourquoi pas remettre ça? Je pense que étant donné qu'on a un final qui est un peu dans le même style que celui de la veille, c'est-à-dire une arrivée au sommet pour puncher, les enseignements de la veille pourront peut-être un peu influencer les stratégies du lendemain. On sait qu'à Mur de Bretagne, par exemple, si Van der Poel part, il faut que Pogacar le suive. S'il ne le suit pas, que ça se regarde un peu, il prend un peu d'avance, après c'est fini, ça revient plus. Surtout que Mur de Bretagne, ce qui est difficile, ça dure 2 km à 7%, mais c'est vraiment le premier kilomètre qui est très dur. Après, ça se radoucit un peu dans la fin. Mais donc ça sera un bon concours de sprint, de puncher, pardon, pour aller gagner au sommet du Mur de Bretagne. Et probablement que Van Der Poel est favori sur cette étape-là. J'espère que vous avez profité des étapes d'avant, parce que les étapes 8 et 9, pour ce magnifique week-end du 12 et 13 juillet, on va bien s'ennuyer. Deux étapes archi plates. Pour de la transition, il fallait bien donner quelques étapes aux sprinters, donc voilà. Une étape qui va à Laval et une étape qui va à Châteauroux. Bon, il y aura des beaux paysages de la Loire, c'est cool, mais vous pouvez faire la sieste devant la télé, ou alors aller jouer au foot dehors, je sais pas, faites un truc, mais ça sert à rien d'être devant la télé avant les 5 derniers kilomètres. Je sais pas si on aura des échappées, parce que sur l'étape du samedi, il y a une cote de quatrième catégorie, et il n'y a pas de cote sur, répertoriée sur celle du dimanche, donc pas d'échappée, tout simplement. On risque un peu de s'ennuyer. C'est bizarre d'avoir choisi ce moment-là dans le calendrier pour avoir mis des étapes de transition. En même temps, c'est vrai que si on voulait être dans le Massif central le 14 juillet, passant par la Bretagne avant, il fallait qu'à un moment on se tape le plat entre deux. Donc bah, malheureusement, ça tombe un week-end. Donc faites autre chose, je sais pas, programmez-vous des trucs à faire. C'est encore un peu trop tôt pour regarder la météo, mais je pense qu'on n'aura pas trop de vent, pas trop de pluie, donc on risque de s'ennuyer sévère. Notez quand même que sur l'étape qui va à Laval, on a un final qui est légèrement en faux plat montant. 1 km à 3%, donc faudra pas lancer trop tôt, mais ce sera quand même pour les sprinters très clairement. Et on a tellement de sprinters et tellement peu d'étapes pour sprinters en ce début d'année que, en début de tour, pardon, que je pense que là ça va rouler très sévère derrière et donc aucune chance pour les attaquants. Et donc là, bon, bah, c'est les mêmes qu'on a cités précédemment, Milan, Merlier, Philipsen, et donc on verra un peu plus clair au classement du maillot vert après cette huitième et neuvième étape. Et enfin, on finit avec l'étape numéro 10, étape du Massif central. Donc, vous le savez, cette année, exceptionnellement, la première semaine, ça dure 10 étapes, parce que le 14 juillet tombe un lundi, et qu'on n'allait pas mettre une étape de repos, une journée de repos, pardon, le 14 juillet. Et donc, les organisateurs nous ont concocté une belle vacherie dans le Massif central. Une étape de 165 bornes seulement, avec 4300 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment très condensé. Ça va pas arrêter de monter, de descendre. Ça sera très dur comme étape, très casse-pattes. Arrivera après une semaine de 10 étapes. Donc les gens seront fatigués, même si on aura, je pense aussi pour les coureurs, l'occasion de faire la sieste dans les des étapes d'avant qui sont en sprint. Mais là, c'est vraiment une étape où ça va être très difficile. Étonnamment, je dirais que ça va pas trop se jouer entre les favoris. Par contre, on va avoir une très très grosse bataille pour l'échapper, notamment parce que il y a une victoire d'étape qui est vraiment possible. Il y a le maillot de la montagne qui va aussi se jouer sur cette étape-là, parce qu'on a beaucoup de cotes de deuxième catégorie. Donc on aura eu des petits maillots de la montagne avant sur les côtes de Normandie et du Nord, mais là c'est de la vraie montagne, donc le maillot de meilleur grimpeur va changer d'épaule. Euh, Ça sera forcément une échappée très costaud, parce que de toute façon c'est dur du début à la fin. Dur au sens, ça monte, ça descend tout le temps, donc ceux qui seront à l'avant, surtout qu'on peut s'attendre à une très grosse bataille, ça sera forcément des coureurs très solides, et on verra s'ils sont capables de jouer la victoire finale. Ça dépend un peu.
Ça dépend aussi de qui est le maillot jaune, par exemple, de s'il a envie de le laisser filer ou pas. Ça dépendra de qui veut aller dans l'échappée. Est-ce qu'on a des gars qui sont placés assez loin en général ou des mecs trop proches? Donc franchement, scénario de course assez indécis, même si je pense que ça sera quand même plutôt pour l'échappée. Je suis pas sûr qu'on ait une équipe de favoris qui fasse rouler tout du long, parce que il y a tellement de difficultés dans les semaines d'après que c'est pas forcément nécessaire d'aller épuiser son équipe sur cette étape du Massif central. Et donc paradoxalement, j'ai l'impression qu'il va se passer pas grand-chose en fait pour les favoris et qu'on attendra potentiellement en fait la dernière montée de Mondoré parce qu'en fait elle fait 3 kilomètres à 7 bornes, 7,7 même, 3 kilomètres à 7 bornes, n'importe quoi, 3 kilomètres à 7,7%, donc c'est dur, régulier, et les côtes d'avance sont pas assez dures et pas assez régulières, pas assez longues. On a le col avant de la Croix-Robert qui fait 5 kilomètres à 6%. C'est pas suffisant pour faire des différences quand on est un favori. Donc bah, ça sera peut-être une étape de côte en fait, tout simplement pour les favoris. Après, on peut avoir quand même des mecs qui font des petites défaillances vu que l'étape reste intrinsèquement dure, même si elle se roule pas forcément très vite. Ça peut peser dans les organismes, surtout pour un coureur qui est pas en forme. Euh, donc à moins qu'une équipe dise on va user tous les adversaires et rouler toute la journée parce que le parcours est dur, ça sera vraiment une course de côte avec un peloton de 80 coureurs en bas du Mont Doré, et puis ça va se jouer sprint en mode de montagne entre les favoris, même pas potentiellement pour la victoire, parce que s'il y a une échappée qui est trop de champ, et ben il y aura pas la victoire à aller chercher, il y aura pas de bonification à aller chercher. C'est pour ça que je me dis que c'est une super étape, un profil trop bien, mais ça peut accoucher d'une souris. On peut avoir des favoris qui font un sprint à 500 mètres du sommet, avec des écarts de 10 secondes, et pas plus. Et ça se trouve, il y aura même pas de bonif, donc des écarts très très faibles à attendre peut-être. En termes des favoris, c'est évidemment Pogacar qui a le meilleur profil sur cette étape-là. Evenepoel devrait pas trop être largué parce que c'est un profil qui lui convient bien, il n'y a pas d'ascension trop longue, trop dure. Donc il sera encore dans les clous. Il sera, d'après mes prévisions, encore maillot jaune à ce moment-là aussi. Donc ça pourra peut-être le conserver à ce soir-là, à moins que ce soit Pogacar qui le prenne. Puis après les autres, on verra s'ils s'accrochent. Un Vingegaard, est-ce qu'il aura assez de punch? Je pense que oui quand même pour s'accrocher. Donc je pense qu'on aura plutôt une étape tranquille pour les favoris, paradoxalement. Et donc difficile de donner les profils pour les coureurs qu'on imagine en échappée, parce que ça dépendra vraiment beaucoup du scénario de course de la première semaine. Et en tout cas, ça sera forcément des coureurs très costauds et pourquoi pas une victoire française sur cette étape-là, ça ferait vraiment super plaisir un 14 juillet. Voilà, donc ça c'était pour la première semaine. Donc concrètement, si on regarde les étapes, première étape, très tendue, du vent, du sprint pour un maillot jaune. Attention aux chutes, mais sinon c'est plat. Deuxième étape, finale sublime, à Boulogne-sur-Mer, très indécis. Troisième étape, faites la sieste pour aller à Dunkerque avec du vent de face. Quatrième étape, finale à Rouen, splendide aussi, super bien tracé. Peut-être mon étape préférée de cette semaine-là. Le chrono à Caen, on va avoir des grosses différences entre les favoris. Ça sera intéressant à suivre. L'étape de Vire, avec des punchers qui jouent la victoire au sommet, a priori à Vire. Le lendemain, on remet pareil à Mur de Bretagne. Ensuite, 2 jours de sieste en passant à Laval et à Châteauroux. Et ensuite, cette étape dans le Massif central, avec une belle échappée qui peut aller chercher la première victoire pour les échappées de cette semaine, je pense. Et une étape très très casse-pattes, qui fera plaisir avec des beaux paysages dans le Massif central. Qu'est-ce qu'on attend de cette première semaine? Bah, tout simplement des écarts au général, déjà. Parce qu'il y aura le chrono, et il y aura plein d'étapes où ça va s'attaquer. Néanmoins, je pense vraiment que les gros écarts, pardon, ils vont se faire sur le chrono, à moins qu'on ait une étape avec des bordures. Je pense que sinon, les autres arrivées pour puncher, on aura des statu quo entre favoris plutôt. Et je pense que tout le temps gagné sur cette première semaine, à part si on met de côté le chrono, ça sera vraiment très anecdotique, vu la difficulté dantesque qui attend les coureurs en montagne en deuxième et troisième semaine. Donc je pense quand même qu'on aura pas mal de favoris qui vont s'attaquer, parce que dans les favoris, on a des mecs avec des très gros égos, qui aiment faire le spectacle. Je pense à Pogacar et Evenepoel évidemment. Donc ça devrait pas mal s'attaquer entre les favoris. Donc ça sera cool à suivre. Et puis dernier truc de cette première semaine, c'est qu'on y verra un peu plus clair au classement du maillot vert. Voilà. Et sinon, bien entendu, je pense que celui qui va écraser cette première étape, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ça sera le fameux coureur de l'Intermarché Gobert, Roel van Steenmarkendijk. Ça, c'est vraiment le coureur à suivre sur cette première semaine.
Je pense qu'on dit même roule plutôt. Donc vraiment, il va écraser la course, très clairement, le Néerlandais sur cette première semaine. Donc retenez bien son nom, Roel van Sint Maartensdijk, qui sera vraiment le coureur à suivre sur cette première semaine. Bon, on rigole, mais voilà. Je serai présent sur pas mal d'étapes, je pense, de cette première semaine, celles qui sont dans le nord, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère que ce sera une super fête de vélo. Peut-être une petite victoire française. Un Arnaud Démare au sprint, ça ferait évidemment plaisir, mais pourquoi pas sur une étape punchy. On a nos chances avec un Lenny Martinez, avec un Julien Alaphilippe, avec un Kevin Vauquelin, pourquoi pas un Romain Grégoire, même soyons fous, un Louis Barré. Et puis on aura des belles étapes aussi. On sait que Guillaume Martin, par exemple, ça sera intéressant pour lui d'aller attaquer dans l'étape de la Normandie parce que c'est chez lui. Et puis cette étape finale du Mont Doré qui va permettre de faire une belle échappée. Donc franchement, première semaine plutôt bien tracée. Autant je suis pas trop fan de la fin du Tour de France parce qu'il y a trop d'étapes de montagne trop dures, mais là cette première semaine, à part le week-end incompréhensible du sprint, ça va vraiment être très cool à suivre. Donc j'espère que vous allez apprécier cet épisode, que vous apprécierez la première semaine du Tour de France. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut!